Bonjour à tous, bienvenue dans ce temps de l'info du vendredi 28 juin. La date est importante, l'heure de vérité approche, la campagne française est déjà presque terminée. 3 semaines après le coup de tonnerre de la dissolution, l'IFOP pour LCI confirme la solide domination du RN dans les intentions de vote. Les faits, coup de théâtre, déclaration forte de la campagne, on va y revenir. Quels sont les atouts et les faiblesses de chaque camp? On se posera la question tout à l'heure. Quelle est l'atmosphère à l'Élysée et au sein du gouvernement, alors que rien ne sera comme avant? Dans quelques jours, sans doute, les informations du service politique de LCI, ce sera tout à l'heure. L'épreuve de vérité cette fois aux États-Unis. Est-ce la fin du rêve démocrate de conserver la Maison-Blanche? Joe Biden est apparu embrouillé face à Trump au cours du premier débat de la campagne. Duel dévastateur pour le président sortant et les démocrates qui s'interrogent sur cette candidature incroyable. L'incroyable peut-il se produire? Changer de candidat à ce stade, est-ce possible? On vous répond dans un instant. Et puis le temps de l'info décrypte, comme tous les jours à 11h. Les questions de défense, demandez les programmes. Réponse avec les chroniqueurs qui les passent à la loupe. Et donc un duel qui pourrait coûter cher à Biden. On va s'arrêter sur cette campagne américaine qui a sans doute vécu un tournant très important cette nuit. Et Dieu sait si l'on dit sur ce plateau depuis des mois que cette élection américaine est déterminante pour le sort des relations internationales. Il s'est passé quelque chose de peut-être très important, décisif, à Atlanta. Le débat Trump-Biden a viré au cauchemar démocrate. Extrait de Joe Biden. The idea that they're going to, I've been proposing that everybody, they pay, the millionaires pay 1%. So no one I would not raise the cost of Social Security for anybody under $400,000. Voilà, à tort ou à raison, on va le voir avec nos invités, c'est ce qui ressort très fortement de ce débat sur CNN cette nuit. Axel Monnier, quelques minutes après la fin du débat, actait la défaite du président démocrate. Écoutez-le. Oui, le fait majeur de ce débat, c'est clairement la contre-performance de Joe Biden. À 81 ans, il devait absolument prouver au peuple américain qu'il était en mesure de mener et de diriger ce pays, sauf qu'il a raté sa prestation. Il est apparu vieilli, fatigué, confus. Il a même eu une petite absence de quelques secondes. Alors, son entourage a beau expliquer qu'il a souffert ces derniers jours et ces dernières heures d'un rhume, ça ne suffira probablement pas à effacer l'image de ce débat désastreux auprès du grand public et des électeurs. Surtout qu'en face, il a eu un Donald Trump très clair, très posé, très discipliné, une fois n'est pas coutume, et surtout qui avait l'air beaucoup plus vif et plus jeune que lui. Alors Donald Trump n'a pas pour autant fait un grand débat, il a en plus multiplié les inexactitudes, voire les mensonges sur certaines thématiques. En tout cas, les Américains ont un goût amer après ce débat qu'ils ont souvent jugé indigne de part et d'autre. Mais c'est surtout du côté démocrate que se posent des questions. Certaines voix s'élèvent déjà parmi les électeurs et parmi certains membres du parti pour changer de candidat pour cette présidentielle à venir. Voilà donc pour ce commentaire à chaud d'Axel Monnier, le correspondant de TF1 LCI à Washington. Nous allons évidemment y revenir dans le détail avec vous, Magali Barthès, éditorialiste internationale sur LCI. Soyez la bienvenue. Randy Yalloz, vous êtes président de Republicans Overseas France et Monde. Autrement dit, vous représentez le camp républicain. Vous espérez l'élection de Trump le 5 novembre prochain aux États-Unis. Vous êtes avocat franco-américain. Soyez le bienvenu. Merci. Et Amy Porter, porte-parole des Democrats Abroad. Madame Porter, la parole à la défense. Vous avez entendu, on a vu l'extrait de Joe Biden, embrouillé, hésitant, un peu perdu. On va y revenir, hein. Il y a d'autres extraits qui le prouvent. Le commentaire à chaud. On pourrait regarder, par exemple, et on va le faire tout de suite, tiens, la presse américaine, la presse de votre pays, qu'est-ce qu'elle dit? Par exemple, New York Times et Washington Post, Biden en difficulté, alors que Trump se livre à des fanfaronnades. Biden en difficulté, Trump élude les questions. C'est le en difficulté, évidemment, qui attire notre attention. Débat raté?
Alors, je ne vais pas vous cacher que Biden n'était pas dans sa meilleure forme hier soir. Ça, personne ne le dirait le contraire. Il a été très hésitant, surtout au début. Il était beaucoup mieux sur la fin. Je pense qu'il a été peut-être surpréparé, surcoaché. Il était beaucoup dans les chiffres. Il aurait dû juste parler du cœur, comme il sait si bien faire. Je dirais en plus que ce n'est pas ça qui va décider l'élection. George W. Bush avait eu un débat désastreux, il a été réélu. Barack Obama, tout le monde dit qu'il avait raté son premier débat, il a été réélu. Le sondage flash fait par CNN juste après le débat, 81% des gens ne changent pas leur vote après ce débat. Donc nous, on va beaucoup en parler pendant 48 heures, mais ce n'est pas ça qui va décider. Donc votre espoir, c'est que ce débat ne change rien au rapport de force, qui en ce moment d'ailleurs donne les deux candidats presque au coude à coude, avec une légère avance quand même, par exemple, dans le sondage du New York Times pour Donald Trump. Alors, le sondage sur l'appréciation du débat, vous dites d'emblée, ça ne changera rien. Enfin, on va quand même tenir compte et on va nous poser les faits. Oui, et vous allez montrer que les clips où Biden fait défaut. On va aussi voir montrer là où ça se passe bien. Parce que c'est ce qui frappe ce matin. Et c'est ce qui frappe aussi l'opinion américaine. Quand elle est sondée par CNN, donc, qui a organisé ce débat, qui a remporté le débat, eh bien, Donald Trump à 67%. Donc, effectivement, on verra comment ça infuse près des électeurs. Mais là, tout de suite, à court terme, Magali Barthès, ce qui ressort, c'est toujours un peu comme ça. Celui qui a un gagnant, un perdant. Le perdant, c'est Biden. Le gagnant, on ne sait pas, mais le perdant, c'est Biden. Non, le perdant, c'est Biden, parce qu'en plus, c'est lui qui a provoqué ce débat en avance. C'est-à-dire que normalement, ces débats, ils se passent en septembre, octobre, c'est organisé par la commission des élections. Là, c'est vraiment Biden qui a voulu, justement pour essayer de se relancer, provoquer finalement ce duel avec Donald Trump. Donc, il devait absolument chercher à rassurer sur son état de santé. C'était pour ça qu'il l'avait provoqué si tôt. C'est quand même pour couper court à ces accusations. Voilà. Et là, aujourd'hui, c'est l'inverse en fait qui se passe. C'est qu'on a vu quand même un président américain qui paraît très affaibli, qui est assez blême, qui est en effet confus, face à un Donald Trump qui paraît gonflé à bloc, en fait, qui est presque en meeting permanent, alors avec quantité de mensonges et de contre-vérités. Mais finalement, l'idée, l'impression qui ressort, c'est quand même un Trump qui paraît très à l'offensive, très sûr de lui, face à un Biden qui hésite, qui parfois justement dans les plans on le voit assez hébété, donc il y a un côté presque un peu gênant, et c'est ça aussi qu'on ressent. Alors les électeurs c'est une chose, mais là où il peut y avoir un impact, c'est au sein du Parti démocrate lui-même. C'est-à-dire les hésitations et les incertitudes quant à sa capacité d'aller jusqu'au bout. Les hésitations, il faut quand même s'y arrêter. Ça n'a pas été anecdotique dans le débat, on regarde. The idea that they're going to, I'm proposing that everybody, the millionaires pay 1%. So no one I would not raise the cost of Social Security for anybody under $400,000. I've passed the most extensive climate change legislation in history. We find ourselves, and by the way, black colleges. I came up with $15 billion for HBCUs, historic black universities and colleges, because they don't have the kind of contributors that they have to build these laboratories. Voilà, effectivement, on voit bien les chiffres dans sa tête qui arrivent, qui se bousculent, et il voulait dire autre chose, et on ne comprend plus rien. Alors, évidemment, vous avez la partie la plus facile, Monsieur Yallouz, même si la presse américaine le relevait, il y a eu des fanfaronnades de Trump, des contre-vérités, il a fait du Trump. Mais vous diriez, vous, que quoi? À la sortie du débat, les électeurs républicains sont dans quel état d'esprit?
Dans le même état d'esprit, et ça se confirme un peu la situation qui se présente, je crois, aussi au camp démocrate, qui soit ils sont amnésiques, soit ils veulent pas avoir la vérité en face, qui a un déclin cognitif du côté de M. Biden depuis des années. Et je dirais, même ça a été mis en place, je dirais, certains diront même des côtés républicains, ça a été mis en place pour pouvoir montrer les faiblesses de M. Biden, pour pouvoir justifier sa sortie. Même M. Cruz a dit, voilà, Monsieur sénateur Cruz, américain, républicain, dit voilà, ça a été mis en place. Maintenant, depuis des mois, il dit qu'ils vont changer des candidats et qu'ils vont mettre éventuellement Mme Michelle Obama en place. Et il y a certains gens qui disent vous entendez la réaction de Oui, Madame mais c'est important parce que ça s'entend du côté démocrate et aussi qu'il y a soit Michelle Obama, soit M. Gavin Newsom. Et c'est ce qui s'est dit au Sénat à Washington, qu'il y aura des changements. On va faire le point dans 2 mois. Ce que disent les républicains, c'est qu'on a fait ce débat pour montrer que Joe Biden n'était pas en situation et pouvoir changer de candidat. Parce que les investitures n'ont pas eu lieu encore. Moi, je vous explique pourquoi. Pourquoi ils ont venu vers M. Trump. Ils savaient pertinemment. Et M. Biden et Mme Erin Burnett a dit sur le CNN, j'ai vu live en replay aujourd'hui, c'était un reporter de CNN, elle a dit que les questions, pas accidentellement, elle avait dit que les questions étaient données par CNN, alors, elle a dit, non, c'est factuel, vous pouvez les voir, Erin, c'est pourquoi je donne son nom, qu'il avait les questions à l'avance, CNN a donné à l'avance les questions à l'équipe Biden, et ils ont travaillé les questions depuis une semaine, elle était très déçue par la performance, et, excuse-moi, mais aujourd'hui, face à cette situation, aujourd'hui, on a un Trump qui continue avec son élan et on a un monsieur Biden qui se montre qu'il a des difficultés cognitives et c'est la même chose qu'on dit depuis longtemps. Je pense que c'est une constatation qui existe depuis un certain temps. Maintenant, face à l'Amérique, tout le monde va voir ce qui se passe et assumer la suite. Alors, Axel Guindent, vous êtes avec nous, grand reporter au service Monde de l'Express. Merci beaucoup. On avait évoqué ensemble cette campagne américaine. Vous y aviez consacré d'ailleurs un dossier, Trump 2. Qu'est-ce que ça donnerait à la Maison-Blanche? C'était il y a quelques mois. On va écouter Trump, on ne l'a pas encore entendu. Donald Trump, dans ses œuvres, par exemple, ses punchlines auxquelles il s'est livré dans son style qu'il affectionne. On l'écoute. J'ai passé 2 tests cognitifs. Je les ai réussis tous les 2, comme vous le savez, car je les ai rendus publics. Il n'en a passé aucun. J'aimerais le voir en faire un, juste un très facile. Et vous le savez, je touche du bois, je suis en très bonne santé. Je viens de gagner 2 championnats de golf, même pas dans la catégorie senior. Pour réussir ça, il faut être assez intelligent et capable de frapper la balle loin, et je le fais. Il ne le fait pas. Il ne peut pas lancer une balle à 50 mètres. Il m'a défié à un match de golf. Il ne peut même pas frapper une balle à 50 mètres. En ce qui concerne Israël et le Hamas, c'est Israël qui veut continuer. Il a dit que le seul qui voulait continuer, c'était le Hamas. En fait, c'est Israël, et vous devriez laisser Israël y aller et le laisser finir le travail. Mais il ne veut pas le faire. Il est devenu comme un Palestinien. Mais ces derniers ne l'aiment pas parce que c'est un très mauvais Palestinien. C'est un faible. Voici l'air consterné de Joe Biden quand Trump lui dit il est devenu un Palestinien, un très mauvais Palestinien. Ça, c'est du Trump dans le texte. Effectivement, c'est son style. C'est son style, mais en fait, et on voit à quel point quelque part ça déstabilise Biden, parce qu'en fait, le traité de Palestiniens, en mettant en fait un signe égal entre Palestiniens, faiblesse, tout paraît extrêmement quand même extrêmement embrouillé. Et c'est vrai que Biden, en fait, il est accablé, il apparaît accablé et le problème, c'est qu'il a du mal après à répondre véritablement. C'est ça, en fait. Parce que c'est tellement énorme. Pourtant, il a l'habitude des attaques énormes de Trump. Mais là, on sent... Et en plus, il a été, comme vous le disiez, préparé, surpréparé. Ça fait 1 semaine qu'il est enfermé avec ses conseillers qui jouent le rôle de Donald Trump. Il est normalement surpréparé à ce genre d'attaque, parce qu'on connaît quand même la marque Trump. On savait que ça allait se passer plus ou moins comme ça. Madame Porter. Alors, il est dommage que CNN n'ait pas fait du fact-checking en temps réel. Ils l'ont fait après, et ça y est, leur liste est sortie. Donald Trump a fait 50 mensonges en 90 minutes. C'est presque un mensonge par minute, c'est vraiment un exploit. Et je dirais que Randy est tout à fait dans l'image de son idole. Il n'y a aucun sujet qu'il ne peut pas transformer en théorie de complot. Donc cette idée que Michelle Obama va partir à la place de Biden, mais arrêtons, c'est un fantasme républicain depuis des mois. Et je peux vous dire, sans aucune équivoque,
Personne dans la campagne de Biden ne lui demande de désister. Alors, lui, Madame Porter, c'est intéressant. Il n'y a que lui qui pourrait décider. C'est important ce que vous dites. Désister. Parce que, la presse s'interroge. La presse américaine dit, en gros, il y a le feu au lac. Oui. Si vous me passez l'expression, dans le camp démocrate, et regardez ce que disent ou ce qu'écrivent le New York Times et le Washington Post, qui évoquent une réflexion au sein des démocrates. On va le voir. Les démocrates parlent de remplacer Biden sur le ticket. Les démocrates paniquent après la performance de Biden lors du débat et doutent de son avenir. Axel Gilden, merci d'être avec nous. Vous pensez que, effectivement, il y a une interrogation au sein du camp démocrate ? Oui, ça c'est clair. Mais avant toute chose, je voudrais quand même dire sur cet extrait que vous avez montré, sur cet échange de Trump qui parle de golf, moi ça me rappelle un petit peu le débat Mitterrand-Chirac quand ils avaient parlé du prix des boîtes de pâté pour chiens. Donc là, on a montré le moment le plus caricatural du débat, mais je trouve pour ma part que Trump a été extrêmement habile. Parce qu'en dépit des mensonges qu'il a dit, ce qui compte dans ce genre de débat, c'est pas tellement ce qu'on dit, c'est plutôt la forme plutôt que le fond. Et sur la forme, il a été, à mon avis, très bon. Le plus intéressant était, à mon avis, les plans de coupe sur les deux, c'est-à-dire les moments où les candidats ne parlent pas. Et on voyait d'un côté Biden qui était plongé, la tête baissée, qui avait l'air vieux, qui avait l'air de lire dans ses notes, et lorsque Trump parlait, et à l'inverse, lorsque Biden parlait, c'était Trump qui avait l'air très focus, très concentré, et j'ai presque envie de dire, et ça vous choquera peut-être, mais qu'il avait l'air plus présidentiel dans un certain sens. Il a peut-être dit des énormités, mais il les a dites avec beaucoup de sérieux et de conviction, et il était sharp, comme on dit, il était affûté sur le débat. Maintenant, sur la question est-ce qu'on se pose la question dans le camp démocrate du remplacement de Biden, ça fait longtemps qu'on en parle. Là, j'entendais votre intervenante démocrate dire qu'on va en parler pendant 48 heures de son âge. Mais non, on ne va pas en parler 48 heures, ça fait déjà des mois qu'on en parle. Nous, on a écrit un papier dans l'Express il y a 10 jours pour dire que c'était vraiment le problème, et on va continuer à en parler. Et je pense que, comme il a été écrit dans un des sites américains, The Hill, qui n'est pas un site républicain, les démocrates sont en mode panique, et à l'heure qu'il est, je pense qu'ils doivent se demander quels sont les plans B. Le problème, c'est que personne ne peut forcer Joe Biden à céder la place. La seule qui peut le faire, et qui est vraiment la personne la plus importante aujourd'hui aux États-Unis pour le camp démocrate, c'est Jill Biden. C'est Jill Biden qui a, en quelque sorte, entre ses mains le destin de la candidature de son mari. Et voilà, et il y a beaucoup de candidats démocrates, des gouverneurs, il y en a au moins 5 des gouverneurs qui pourraient faire l'affaire. À mon avis, ce serait une excellente idée, parce que ça changerait complètement le narratif, ça déstabiliserait les républicains et permettrait de créer une campagne véritablement intéressante pour les presque 5 mois qui restent. Ce serait possible ou pas ? Est-ce que c'est possible aujourd'hui ? Alors on rappelle que les deux candidats se sont affrontés en duel, mais ne sont pas encore investis. Donc techniquement, c'est possible. Oui, la convention démocrate, c'est en août. C'est mi-août, fin août. Donc oui, il y a encore du temps. Et manifestement, les démocrates quand même se posent la question. Parce que ça, c'était un test. Le test est raté. Maintenant, on va quand même se poser la question. Mais comme le dit Axel, ça fait très longtemps qu'ils se la posent et ils répondent non. Là, c'est la réponse qui pourrait être différente. Sauf que là, ce débat peut changer la donne quand même. Oui. Au Capitole, manifestement, tous les démocrates qui regardaient le débat et qui commençaient à tweeter ou à échanger en live étaient extrêmement inquiets. Moi, je vous donne juste la réaction sur Twitter d'un ancien candidat démocrate en 2020 qui dit les gars, il serait temps quand même de penser à un plan B. C'est Andrew Yang qui explique les démocrates devraient nommer quelqu'un d'autre avant qu'il ne soit trop tard. Alors Kamala Harris, la vice-présidente, n'est pas allée jusque-là, mais quand même, elle n'a pas dit que ça s'était bien passé ou que ce serait oublié très vite. Elle a reconnu que Joe Biden a été lent au démarrage. Bon, il a fini en force, ça je crois que c'est factuellement vrai. Il a effectivement fini mieux qu'il n'a commencé, mais ça a été un début laborieux. C'est évident pour tout le monde, je ne le conteste pas. Madame Porter, est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas changer, pardon pour l'expression, de cheval maintenant, plutôt que d'aller à la présidentielle avec un candidat qui, aux yeux des Américains, a pu prouver qu'il n'était pas en situation de supporter 4 années de plus au pouvoir des États-Unis, première puissance mondiale. Alors, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est que ce débat
n'a pas changé l'opinion des uns et des autres. 90% des Américains savent déjà pour qui ils vont voter. Kamala Harris l'a dit sur CNN juste après le débat, ne le jugeons pas sur les 90 dernières minutes, jugeons-le sur les 3 ans et demi écoulés, donc sur son bilan et sur son projet pour l'avenir. Tout le monde sait qui sont ces deux hommes. Les partisans de Trump le connaissent, les partisans de Biden le connaissent, ça ne changera rien. Ce qui est important, ce n'est justement pas le cheval, ce n'est pas la course aux chevaux, mais est-ce que ce ne serait pas l'enjeu de cette élection et de ce qu'il propose pour l'avenir? Vous ne partagez pas les doutes des démocrates, des doutes à ciel ouvert. D'après les informations que j'ai, quand ils disent dans le New York Times des démocrates, sans les nommer, on ne sait pas qui c'est, qui dit quoi que ce soit, je peux vous dire qu'à l'intérieur de la campagne Biden-Harris, personne n'en parle. Bon, pardon pour ce silence, mais c'est vrai que je vous écoute religieusement et qu'on a un tout petit peu de mal à croire quand même. Alors après, je dirais que la campagne commence à peine. Là, la campagne commence pour de vrai là maintenant. Vous pourriez reconnaître qu'elle commence pas très bien. Je vous ai dit qu'il n'était pas en forme hier soir. Je dis que ce débat n'est pas définitif dans le choix des gens, c'est tout. Je souhaite dire un mot et excuse-moi. Je souhaite dire un mot, c'est important. Dans le cadre de ces élections, on connaît les camps républicains, on connaît les camps démocrates. Eux ne vont pas changer d'avis, peu importe, même s'ils changent à la dernière minute des candidats, c'est les indépendants qui vont faire ces élections. Et c'est ça va se jouer, il faut le rappeler. C'est ça, aujourd'hui, quand on parle de ces différences, c'est parmi les indépendants qui regardent M. Biden. Et souvent, c'est la classe moyenne qui a subi l'inflation, la montée des prix, etc., qui voit avec un œil, c'est disons, encore Biden 4 ans, un président qui est sur le point de nous amener vers une guerre avec la Russie et aussi gère mal la Proche-Orient. Vous faites comme si les indépendants étaient déjà sur les positions républicaines. Non, mais on voit par rapport au sondage, ce qui est sorti. D'habitude, vous savez, si vous regardez les sondages, ils sont très proches, à 4 ou 5%. Les derniers sondages par rapport au débat présidentiel, il y a toujours quelques pourcentages entre les deux candidats. Là, on a un tiers de plus pour le double pour Trump. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une difficulté pour Biden de convaincre ses camps d'indépendants. Il n'en reste pas moins qu'il y a une partie de l'électorat que Trump fait fuir encore, et on verra effectivement, ça se joue effectivement sur ces indépendants. Il représente quelle proportion du corps électoral? Ça se joue sur en effet quelques pourcents, mais dans certains États, dans les fameux swing states dont on va entendre parler, où aujourd'hui Donald Trump a un léger avantage, et c'est vrai que Biden a absolument besoin de les convaincre. Alors c'est vrai que vous dites, ça ne va pas changer, 90% de l'électorat a déjà choisi. Mais on a envie de dire, en fait, c'est presque pas ça le problème, parce que le problème, c'est les 10% qui restent. C'est ceux-là qui vont faire l'élection, c'est ceux-là qui vont faire l'élection dans moins d'une dizaine d'États, et c'est ceux-là qui ont certainement regardé le débat, et c'est pour eux que, évidemment, la donne peut éventuellement changer. C'est pour ça qu'au Parti démocrate, on s'inquiète. On sait que ça va se jouer dans un mouchoir de poche. Oui. Et donc, c'est quelques dizaines, centaines de milliers de voix, ça peut faire la différence. Changer de candidat démocrate pour quelques milliers de voix qui peuvent faire la différence, Axel Gilden. Est-ce que dans le fond, n'a pas raison Madame Porter de dire que, bon, dans 48 heures, on est passé à autre chose, il y aura un autre débat d'ailleurs à la rentrée, avant l'élection du 5 novembre. D'ici là, il aura fait oublier sa contre-performance. Je ne vois pas tellement ce qui permettrait à Joe Biden de faire mieux que cette fois-ci, puisque là, il était vraiment préparé, il s'est isolé pour se préparer, il a l'âge qu'il a, il ne va pas rajeunir d'ici l'élection de novembre. Je vois pas tellement ce qui pourrait lui permettre de faire mieux en réalité. C'est pas comme si c'était un accident et que c'était quelque chose qui était imprévu et qui nous surprenait. D'accord. Donc pour vous, pardon Axel, pour vous c'est décisif ce qui s'est passé cette nuit? Pour moi, oui. D'accord. Je pense que c'est vraiment le moment où les démocrates peuvent se réunir et se dire il faut qu'on change tout. Et c'est encore possible, je pense. Il y a la Convention, on peut revenir au système pré-1968 où les primaires n'étaient pas déterminantes, où le jeu n'était pas fait, disons, en arrivant à la Convention, et qu'il peut encore y avoir un débat à l'intérieur du parti. Joe Biden lui-même peut peut-être dire, effectivement, on lance quelqu'un d'autre. Voilà, il y a tout un tas de problèmes Michel Obama, c'était un fantasme agité par
les Républicains, ou pourquoi pas? Totalement un fantasme. Elle a déjà dit à maintes reprises que ça ne l'intéressait pas. En revanche, il y a des gouverneurs du Minnesota, gouverneurs de Californie, d'autres candidats tout à fait possibles et compétents qui d'ailleurs sont dans la force de l'âge. Et pour être président, ils sont dans la cinquantaine, dans la soixantaine, et ils seraient des candidats. Et on a toujours dit ils ont un déficit de notoriété, certes, mais de nos jours, à l'heure des réseaux sociaux, je crois que 4 mois, c'est largement suffisant pour se faire connaître à travers tout le pays. Donc, on connaît des campagnes beaucoup plus courtes. Et c'est souhaitable pour les démocrates. On va en parler. On connaît des campagnes beaucoup plus courtes aussi. Merci beaucoup, Axel. Très intéressant d'avoir votre retour. Décisif ou pas ce débat? Je vous pose la même question. Je pense que c'est décisif dans le sens où ça va obliger les démocrates quand même à vraiment réfléchir. Ce sujet-là de l'âge, de certaines défaillances de Joe Biden, elles étaient pour le moment quand même écartées. On disait non mais ça va aller. Et là, quand même, on a un peu l'impression que c'est bas les masques. Et donc, oui, ça va relancer ce débat en interne pour les démocrates à moins de 2 mois maintenant de la convention, à moins d'1 mois même. Madame Porter n'est pas d'accord et pense que c'est l'écume qui sera balayée très vite par une campagne qui va effectivement monter en puissance. Je vous rappelle encore une fois, l'enjeu de cette élection, c'est la liberté corporelle des femmes, c'est les armes à feu, c'est le climat, c'est l'économie. Les Républicains n'ont aucune réponse à ces enjeux-là. Et monsieur le représentant des Républicains, Yallouz, décisif ou pas? Tournant ou pas? C'est décisif parce que il montre sa faiblesse, c'était à son initiative, maintenant il doit assumer leur échec. Et alors, c'est ça, je termine avec cela. Merci beaucoup, monsieur Yallouz, d'avoir conclu cette émission. Merci, madame Porter, d'avoir été avec nous. On va en reparler de cette élection américaine. Le deuxième débat, rappelez-moi, c'est à la rentrée. J'ai pris la note, voilà. Second débat, en septembre sur ABC, voilà, sur les chaînes américaines privées qui se répartissent les rôles. Merci beaucoup, Magali Barthez. Merci. Dans un instant, alors l'heure de vérité approche évidemment aussi en France. La campagne est presque déjà terminée. On va y revenir évidemment, les faits, les coups de théâtre, les déclarations fortes de la campagne, et puis les atouts et les faiblesses de chaque candidat, et puis quelle est l'atmosphère, quelle est l'ambiance, qu'est-ce qu'il se dit à l'Élysée et au sein du gouvernement. À tout de suite.